Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et vous êtes dans le Tech Show. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour un Tech Show hors du commun. Vous le savez, le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour de la tech, du digital et des startups. Ce mois-ci, pas de chronique de nos experts du digital, car nous recevons un invité exceptionnel. Homme politique français de premier plan, élu pour la première fois député en 2017 de la 2e circonscription des Yvelines sous l'étiquette LREM, c'est au MoDem qu'il s'est formé politiquement. En quelques années, il s'est rapidement imposé comme une voix forte et respectée sur la scène politique française. Il est aujourd'hui ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le ministre Jean-Noël Barrot. Bonjour. Bonjour Monsieur le ministre, bienvenue dans le Tech Show. Merci beaucoup. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du Tech Show. Nous sommes ravis de vous recevoir et nous avons beaucoup de start-upers, beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont écrit et qui ont envie d'en savoir plus sur vous. Ça faisait un moment qu'on avait envie de vous recevoir. Alors tout d'abord en termes de wording, donc on dit ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications. C'est bien ça ? C'est ça. Et est-ce qu'on a le droit de dire ministre du numérique ? Et des télécommunications. Ah, on dit ministre du numérique et des télécommunications. Alors, il faut savoir qu'habituellement au Tech Show, on a une longue interview qui s'appelle Backstory. Mais là, je pense que tout le monde a Wikipédia, donc on va résumer rapidement votre CV. Et en fait, quand on lit votre CV, on a envie de vous embaucher, parce qu'il est quand même exceptionnel. Donc si on résume, lycée Henri IV, HEC, Sciences Po, doctorat en économie, puis ensuite professeur en France et aux États-Unis. Est-ce que c'est bien ça ? C'est ça. Et est-ce qu'on a besoin d'un tel CV pour être ministre ? Non. Il n'y a pas de prérequis académique. Il suffit d'avoir des convictions, du cœur, de l'énergie, le sens de l'intérêt général. Et c'est ouvert à chacun. C'est pas tout à fait un métier, mais c'est une belle vocation. Eh bien justement, il faut dire que vous, la politique, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, puisque votre père, mais également votre grand-père, étaient eux aussi députés et ministres. Est-ce que c'est bien ça ? C'est vrai. En Haute-Loire, c'est-à-dire en Auvergne, là où j'ai grandi. Et donc, il y a une forme de filiation, même si mon engagement politique s'est construit dans les Yvelines, à Versailles, où je réside et où je travaille, ou en tout cas où je travaillais comme professeur à HEC. Monsieur le ministre, l'actualité de la tech est brûlante en ce moment, notamment à cause ou grâce à l'intelligence artificielle. On va en parler, on va y revenir. Mais avant ça, au Tech Show, les entrepreneurs et les startups nous tiennent vraiment à cœur. Et la question qu'on voudrait vous poser, c'est dans cette période d'incertitude, quel est le message que vous pourriez passer aux entrepreneurs pour les rassurer et aux patrons de grands groupes ? Je crois qu'on vit une période extraordinaire avec de très nombreuses opportunités. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'incertitude que ces dernières années qui étaient euphoriques. Notamment dans les levées de fonds ? Absolument, mais c'est dans des moments, je dirais, comme celui que nous traversons, que sont nées de très grandes success stories entrepreneuriales. C'est au cœur de la crise de 2008-2009, peut-être le credit crunch le plus sévère de l'histoire de ces dernières décennies, que sont nées des entreprises ou des solutions comme WhatsApp, comme Airbnb, comme Uber, dont on ne peut pas dire... c'est vrai que c'est dans les périodes des plus grandes crises qu'il y a eu des énormes success stories, des startups qui ont explosé. Donc c'est un message positif que vous faites passer aux entrepreneurs. Oui, je suis convaincu que dans cette période, certes, un peu plus incertaine qu'auparavant, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative, nous allons voir émerger dans les mois qui viennent de très très belles success stories françaises. Donc pour vous, il y a plein d'opportunités et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Les membres du French Tech Finance Partner vous ont remis un rapport qui formule des recommandations pour redynamiser l'écosystème. Que préconise ce rapport ? On leur a demandé effectivement de réfléchir à différents sujets. French Tech Finance Partners, ce sont 16 investisseurs de renom, issus de fonds de capital risque, issus d'institutions de financement, que ce soit les banques, que ce soit Euronext, etc., que nous avons sollicité à parité hommes-femmes pour leur expertise et leur expérience. Et on leur a demandé de nous aider à réfléchir à différents sujets, celui du financement des entreprises dans les régions,
et pas seulement à Paris, celui du financement de la deep tech, celui de l'attractivité de la place de Paris pour les investisseurs en capital risque, et puis celui sensible des critères des classements du Next 40 et du French Tech 120. Parmi les propositions qu'ils nous ont faites, nous avons d'ores et déjà annoncé que nous allions en reprendre. Je pense notamment à l'idée d'avoir chaque année une capitale de la French Tech, qui sera une capitale régionale, et qui permettra de mettre une année la France. Et qui représentera la French Tech, et qui sera l'occasion de mettre un coup de projecteur sur un écosystème entrepreneurial régional. On pourrait citer également l'idée bienvenue de développer un label Deep Tech pour qu'on puisse mieux identifier ces entreprises dont je souhaite qu'elles soient au cœur de la deuxième décennie de la French Tech, puisqu'on fête cette année le 10e anniversaire de cette très belle initiative. Voilà quelques-unes des propositions. Et sur le Next 40, quels sont les critères qui vont être modifiés ? Sur le Next 40 et le French Tech 120, on continue à travailler. C'est un très beau classement qui fait référence, dont il faut que nous ajustions les critères à l'entrée pour tenir compte aussi de l'évolution de l'environnement. On a bien progressé, mais on n'est pas encore tout à fait en mesure d'annoncer les nouvelles règles d'inclusion dans ces classements. Alors peut-être une idée, c'est que dans l'écosystème digital actuellement, en ce moment, la notion de rentabilité est assez présente, ce qui était moins le cas avant. Les startups faisaient beaucoup de levées de fonds et sans penser à une rentabilité immédiate. Est-ce que vous pensez que maintenant les start-upers devraient penser plus EBITDA que uniquement lever des fonds et faire du chiffre d'affaires ? La question, c'est l'articulation entre la croissance et la rentabilité. Il est vrai qu'avec l'incertitude qui s'est accumulée sur le marché du financement, il y a une attention plus grande des investisseurs à la rentabilité. Je crois qu'il ne faut pas que le curseur parte trop loin dans un sens, mais qu'une belle entreprise, c'est une entreprise qui est en capacité de se développer rapidement, et ça c'est la croissance, mais également de pouvoir présenter un chemin vers la rentabilité, c'est-à-dire l'indépendance financière. Je crois que c'est un mix des deux qu'il faut trouver. C'est un professeur d'économie qui le dit en plus. Si l'on peut dire. Donc, on le sait, les entreprises extra-européennes de la tech sont surpuissantes. Est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, nous avons les moyens de faire face à des économies de la tech chinoise ou américaine ? Je le crois. Je crois que nous avons les meilleurs talents du monde. C'est le cas notamment pour l'intelligence artificielle. Nous avons aussi le plus grand marché économique du monde. Et quand on met tout cela bout à bout, et à condition évidemment le marché européen, bien évidemment, et quand on met tout cela bout à bout, et à condition bien sûr que la puissance publique agisse intelligemment, à la fois pour investir aux côtés des acteurs, mais aussi pour réguler de manière efficace, eh bien, je crois que nous avons, dans les révolutions qui viennent, celle de l'intelligence artificielle, celle des registres distribués, donc de la blockchain et du Web3, celle des technologies immersives, je crois que nous avons notre épingle à tirer du jeu. Et vous pensez qu'un jour, il pourrait y avoir un Google ou un Amazon français, c'est-à-dire une société valorisée 1000 ou 2000 milliards ? Je crois qu'il ne faut pas l'exclure. Nous avons eu à d'autres époques des fleurons mondiaux. Nous avons parmi nos grands groupes aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui sont des leaders mondiaux sur leur marché. Dans le luxe, par exemple. Ouais. Dans le luxe, par exemple, mais dans d'autres secteurs également, et y compris dans certains secteurs du numérique. Donc, je crois qu'il faut rester conquérant. Et y croire. Et y croire, absolument. Alors, au Tech Show, on donne la parole aux entrepreneurs, aux dirigeants des groupes, aux acteurs de l'innovation numérique. Et certains ont souhaité vous poser des questions. Et c'est le cas d'Éric Bismuth, le CEO de Montefiore Investment. On l'écoute. Bonjour, je suis Éric Bismuth, président de Montefiore Investment. Monsieur le ministre, pourquoi pensez-vous que la transformation numérique des PME et ETI est indispensable à notre économie ? Je crois que cette transformation est indispensable pour des raisons de compétitivité. Nous avons un certain nombre de secteurs qui ont été relativement abrités de certaines des grandes transformations qu'on a connues ces dernières décennies. Je pense en particulier à l'ouverture au commerce international, à l'entrée de la Chine sur les marchés mondiaux, qui a déstabilisé un certain nombre de secteurs qui étaient très présents à l'exportation. Certains secteurs, je pense au tourisme en particulier, ou au commerce de proximité, étaient, je dirais, moins affectés par ces transformations-là. Mais avec l'émergence des grandes plateformes, même ces secteurs qui étaient abrités de la concurrence internationale se retrouvent exposés
à une concurrence forte. Il faut donc les accompagner dans leur transformation numérique pour les armer face à ces grandes plateformes et faire en sorte qu'elles restent compétitives. Merci Monsieur le Ministre. Donc on va maintenant entrer dans le vif de l'actualité. Aujourd'hui, il y a 2 sujets qui préoccupent les Français, mais aussi le reste de l'humanité. Donc le premier, c'est le réchauffement climatique. Et depuis quelque temps, l'intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT et ChatGPT 4. Les craintes sur l'emploi et sur les fonctionnements de nos sociétés sont importants. Est-ce qu'on doit avoir peur de l'IA en France ? Non, on doit simplement s'assurer de quelques éléments pour être en mesure de tirer le meilleur profit de l'intelligence artificielle. Comme de toute technologie, puisque à la fin, si nous soutenons, si nous voulons maîtriser les technologies, ce n'est pas pour l'amour de la technologie en elle-même, c'est parce que nous considérons qu'elle apporte un plus, qu'elle permet à l'humanité de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. C'est le cas pour l'intelligence artificielle générative, puisqu'elle va nous permettre d'accéder de manière beaucoup plus synthétique, de manière beaucoup plus personnalisée au patrimoine informationnel de l'humanité. Que ce soit des textes, que ce soit des images, que ce soit des sons, il nous sera possible d'y accéder de manière beaucoup plus rapide qu'auparavant. Ça a donc le potentiel d'avoir le même effet que ce que l'imprimerie a eu ou que l'effet que l'imprimerie a eu pour l'Europe du XVe siècle. Mais maintenant, à chaque rupture technologique, on a toujours peur pour les emplois. On a peur pour les emplois, mais la priorité première, c'est de pouvoir maîtriser cette technologie qui va créer des emplois. de très nombreux emplois, de la même manière que l'imprimerie, qui a certes détruit les emplois des moines copistes, mais qui est devenue ensuite une industrie. Donc, je crois que la priorité numéro 1, c'est de maîtriser cette technologie qui va progressivement s'inviter dans nos entreprises, dans nos organisations, dans notre quotidien. Et il est indispensable que nous puissions nous appuyer sur des technologies souveraines, ou en tout cas sur des outils pour synthétiser ce patrimoine informationnel de l'humanité qui ait été forgé au feu de la culture, de la langue française, des cultures européennes, bref, sur laquelle nous ayons imprimé notre vision du monde et notre vision de l'homme. En France, nous avons, vous le savez, une trentaine de licornes, dont quelques-unes accompagnent la transition écologique. On peut penser par exemple à Blablacar, qui grâce au covoiturage limite l'empreinte carbone. Quand on sait que Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, parlait de préparer la France à une augmentation de 4 degrés de la température moyenne, est-ce que vous souhaitez que la French Tech aborde un peu plus la question environnementale et sur quels aspects ? Je crois que c'est évidemment indispensable et d'ailleurs que la French Tech ne nous a pas tout à fait attendus puisqu'on est désormais, en tout cas les chiffres 2022 en attestent, le premier écosystème Green Tech en Europe, avec des entreprises comme Blablacar qui décarbonent la mobilité, avec des entreprises comme Innovafeed ou Insect qui décarbonent l'agriculture, avec des entreprises comme Ecovadis ou Sweep qui mesurent l'empreinte carbone des entreprises et qui leur permettent de réaliser la transition. Je crois que nous avons nous sommes très bien positionnés pour être un hub de la Green Tech et des Climate Tech pour les années qui viennent. Et nous allons évidemment pousser dans ce sens. Nous avons d'ores et déjà, au sein de la French Tech, un programme d'accompagnement pour les Green Tech qui nous ont permis d'accompagner certaines des entreprises que je viens de citer. Et nous allons continuer dans ce sens. Monsieur le ministre, si vous êtes venu pour vous reposer, c'est raté, parce que c'est parti pour l'interview 2 minutes. Monsieur le ministre, alors c'est très compliqué pour un homme politique parce qu'il va falloir répondre avec des questions, à mes questions avec des réponses courtes. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous vous dites quand vous allez au travail le matin ? Que j'ai bien de la chance de pouvoir exercer ces responsabilités. Vous pensez qu'en politique, il faut être patient ou téméraire ? Je pense qu'il faut être les deux en même temps. Le mot que vous dites le plus ? Numérique, sans doute. Le gros mot que vous dites le plus ? Je n'en dis pas. Quel est le plus gros défi en tant que ministre ? Votre plus gros défi en tant que ministre ? C'est de répondre aux attentes et de mettre en œuvre les promesses qu'on a faites et en particulier les engagements qu'on a pris avec le président de la République. Qu'est-ce que vous êtes dit quand on vous a appelé pour vous proposer de devenir ministre du numérique et des télécommunications ? On a dit qu'on disait ministre du numérique et des télécommunications. J'ai dit oui.
tout de suite. Quelles sont les 3 startups qui vous viennent le plus rapidement à l'esprit ? Eh bien, celle que la French Tech a fait naître, si l'on peut dire, c'est évidemment grâce au talent des entrepreneurs et qu'on a désormais tous sur nos smartphones. Je pense à Doctolib, je pense à Blablacar, je pense à Deezer, par exemple. Si vous étiez investisseur, dans quelle startup auriez-vous investi ? Les 3 précédentes. Vous auriez fait des bons deals. De bons deals. Vous préférez la semaine ou le week-end ? Là aussi, je vais répondre les deux. La semaine consacrée au ministère et le week-end à ma famille. Et je crois qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, même quand on a la chance de pouvoir avoir des responsabilités gouvernementales. Et dernière question, est-ce que je vous embête trop avec mes questions ? Pas du tout. Ah, merci monsieur le ministre. Donc on a encore beaucoup de questions à vous poser. Et pour cela, on a un autre entrepreneur, Laurent Cayat, qui est fondateur et CEO de Métis, mais qui est également notre chroniqueur expert en cybersécurité au Tech Show. Et il avait une question à vous poser sur son domaine de prédilection, la cybersécurité. Monsieur le ministre, j'ai une question pour vous. Depuis quelque temps, on voit les cyberattaques se multiplier dans l'ensemble des entreprises et de toute taille, mais également dans les établissements publics et même les États. Ma question est donc simple. Comment est-ce que le gouvernement inclut-il la cybersécurité au sein de son programme ? C'est vrai, depuis quelques mois, depuis l'été dernier, c'est l'hôpital de Versailles, l'hôpital de Corbeil-Essonnes, le département des Alpes-Maritimes, de Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, la région Guadeloupe, la région Normandie, la collectivité de Martinique, la ville de Caen, la ville de Chaville, la ville de Lille, le site internet du Sénat, le site internet de l'Assemblée nationale qui ont été victimes d'attaques. Et pour les collectivités et établissements hospitaliers que je citais, des attaques d'une très grande gravité qui ont perturbé la capacité de ces établissements et de ces collectivités à délivrer leurs services aux populations. Donc face à ça, ce que nous faisons depuis 2 ans, depuis 2021, c'est d'accompagner ces grandes collectivités, ces grands établissements publics avec des programmes de cybersécurité qui sont cofinancés par l'État et qui, avec une phase d'audit, une phase de conseil, une phase de formation, leur permettent d'améliorer leur défense face aux cyberattaques. Mais on ne peut pas s'arrêter là et il faut qu'on puisse garantir la cybersécurité du quotidien. Parce que bien souvent, ces cyberattaques commencent du fait d'une maladresse humaine qui a conduit les assaillants exactement à récupérer les données personnelles qui vont permettre aux agresseurs de s'infiltrer dans les systèmes d'information. Politique aussi de communication autour du phishing pour la communication, mais également un rempart que nous allons créer. Je porte un projet de loi qui sera examiné dans quelques semaines au Sénat, qui met en œuvre une promesse du président de la République, qui est le filtre anti-arnaque, et qui sera ce rempart contre les campagnes de faux SMS. De ce filtre anti-arnaque ? C'est une protection contre les campagnes de SMS et de mails frauduleux. Nous en avons tous reçu, nous avons tous hésité à cliquer, que ce soit le compte personnel de formation, le compte Amélie, parfois les PV, parfois les impôts. Toutes ces campagnes n'ont comme seule vocation que de piller nos données personnelles et nos données bancaires et parfois de nous soutirer de l'argent. Et bien évidemment, ce sont les Français les plus vulnérables, parfois les plus éloignés du numérique, qui sont les cibles privilégiées de ces pirates. C'est tellement sophistiqué que même des experts peuvent se faire avoir maintenant. Ça devient de plus en plus sophistiqué, les techniques de phishing. Il y a même des entrepreneurs maintenant qui testent leurs salariés pour vérifier et après leur apprendre à faire plus attention. Absolument. Et ce que nous voulons faire, c'est mettre en place ce filtre qui réorientera l'internaute qui clique sur le lien figurant sur ce SMS ou ce mail frauduleux et qui l'oriente donc vers une page qui est sécurisée plutôt que sur la page identifiée comme étant la page d'un site malveillant. Monsieur le ministre, on va continuer à parler des enjeux du numérique avec un chiffre qui nous a interpellés. Il y a 16 millions de personnes qui rencontrent des difficultés face au numérique en France, c'est-à-dire quasiment un Français sur 3. Et donc justement, nous avons Franck Gervais, le directeur général de Pierre et Vacances et Center Parcs, qui est un ancien invité du Tech Show, et qui souhaite vous poser une question à ce sujet. On l'écoute. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Franck Gervais, je suis le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, qui est le leader européen du tourisme de proximité. Et j'aurais 2 questions pour vous. La première est, à l'heure du déploiement du numérique sur tous les territoires,
Pourriez-vous nous parler du plan d'action du gouvernement pour ce qui est de la couverture la plus complète possible, en particulier des zones blanches, mais qui peuvent être aussi des zones touristiques importantes, montagnes, littorales. Et ma deuxième question, elle concerne la cybercriminalité, dont on parle beaucoup pour les individus, et votre plan en matière de protection des individus est très important, stratégique. Pouvez-vous nous dire ce qui est envisagé pour la protection des entreprises? On sait le risque et la menace que représente cette cybercriminalité. Sur la première question, qui est celle de la couverture des zones blanches mobiles. Il y a 5 ans, c'était Julien de Normandie qui avait trouvé cette idée-là. L'État a consenti à mettre à disposition son patrimoine immatériel, c'est-à-dire ses fréquences, en proposant aux opérateurs de télécommunications, Tous les opérateurs? de pouvoir bénéficier un peu plus longtemps que cela n'était prévu des fréquences 4G, des fréquences radio, en contrepartie d'un engagement de la part des opérateurs de couvrir le territoire national en installant 5000 pylônes sur 5000 zones blanches. C'est un plan qui a très bien fonctionné puisque à ce stade, nous sommes à peu près à 2700 zones blanches couvertes, qui étaient des zones blanches qui ne le sont plus, et nous devons continuer. Alors nous devons continuer et nous aurons peut-être à aménager effectivement quelques réglementations pour tenir compte ou pour pouvoir couvrir certaines zones, et je pense en particulier au littoral, où l'accumulation des règles d'urbanisme rend plus difficile la couverture mobile, et ça pose des problèmes aux acteurs du tourisme, parce que, quand on ne peut pas contacter ses proches en vacances. Ça pose un problème. Et sur la deuxième question, qui est la cybersécurité des entreprises, je crois que c'est une question très importante, il va de soi que l'État ne va pas financer pour toutes les entreprises de France leur cybersécurité. En revanche, pour certaines entreprises qui sont trop petites pour disposer d'équipes en capacité à prévenir ou répondre à une cyberattaque, mais qui sont suffisamment grandes pour que, si elles étaient contaminées, cela puisse poser des difficultés majeures à leurs grands donneurs d'ordre, c'est-à-dire à leurs grands clients ou à leurs fournisseurs, nous allons ouvrir un dispositif, un programme de cybersécurité, à l'image de celui que j'évoquais tout à l'heure pour les grandes collectivités, qui permettra à 750 grosses PME ou ETI, entreprises de taille intermédiaire, d'être accompagnées lorsqu'elles sont dans des secteurs critiques où une attaque dont elles seraient la cible viendrait compromettre les intérêts vitaux de la nation en contaminant leurs grands clients ou leurs grands fournisseurs. C'est vrai que c'est important de le dire, ce n'est pas que les grandes entreprises qui sont touchées, les TPE, les PME, les ETI sont également, peuvent être attaquées, bien évidemment, avoir une demande de rançon. Et c'est la raison pour laquelle nous les sensibilisons, car pour une TPE, une cyberattaque peut conduire à des conséquences extrêmement lourdes, voire au dépôt de bilan, lorsque les données compromises sont vitales pour la survie de l'entreprise. Alors, Monsieur le ministre, toute la France s'est émue du suicide de la petite Lindsay, suite au harcèlement qu'elle a subi sur les réseaux sociaux. Ça a fait réagir, et donc il y a une mesure aussi qui est en fait, c'est la sanction pour les cyberharceleurs. Une personne condamnée pour cyberharcèlement pourrait être bannie d'un réseau social concerné pendant 6 mois, 1 an si récidive. Et est-ce que c'est ça, durcir la sanction, donc retirer Instagram aux harceleurs, et est-ce que ça vous paraît suffisant comme sanction ? D'abord, moi j'ai été profondément touché et attristé par cette histoire tragique. Comme père de 2 enfants d'abord, mais aussi comme citoyen et comme responsable politique. Le cyberharcèlement, c'est un fléau absolu qui touche un certain nombre de catégories de la population, mais singulièrement les jeunes, les enfants, notamment au moment où ils arrivent au collège, où les smartphones se généralisent progressivement et où les comportements qui ont existé depuis longtemps dans la cour de l'école se relocalisent sur les messageries, sur les réseaux sociaux. Et face à ça, il nous faut avoir une approche globale qui va de la sensibilisation à la sanction. Ce que nous avons fait pour la sensibilisation, c'est de lancer une expérimentation au mois de novembre dernier d'un module de sensibilisation des élèves de 6e aux risques et aux attitudes à adopter lorsqu'ils sont victimes ou témoins de cyberharcèlement. C'est un
module qui est dispensé en salle informatique et qui sera généralisé à la rentrée prochaine. C'est-à-dire que tous les élèves de 6e, désormais, bénéficieront, dès les premières semaines, d'un module de sensibilisation. D'un module, c'est-à-dire qu'ils vont suivre un module sur les ordinateurs de la salle informatique, qui vont les mettre en situation et les amener, les accompagner vers les réflexes à adopter. Ensuite, il faut évidemment qu'on puisse... mais ça c'est du ressort de l'éducation nationale, améliorer toujours plus la prise en charge et la prise en compte de ces phénomènes de cyberharcèlement. Et puis ensuite, effectivement, il faut que les sanctions, mais là, évidemment, le régime de sanctions sont différents selon qu'on s'attache à la situation des enfants, des mineurs, et y compris quand ils sont responsables de ces faits-là, et celle des majeurs. Et il est vrai, puisque vous le citez, que dans le projet de loi que je porte, nous prévoyons une peine complémentaire que le juge pourra prononcer lorsqu'il condamnera des auteurs de faits de cyberharcèlement, comme ça a été le cas dans l'affaire Mila, dans l'affaire Edith Despretto et plus récemment dans l'affaire Auchy. Il pourra prononcer une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pendant une période de 6 mois, portée jusqu'à 1 an en cas de récidive. Pourquoi ? Eh bien parce que... je m'écarte un peu de la situation des enfants, mais dans le monde des adultes, vous avez des internautes, une minorité, qui se comportent comme des chefs de meute, qui désignent des victimes, qui embrasent leur communauté et qui déclenchent des raids de haine et de violence. Et cette peine complémentaire, qui ne va pas en elle-même, toute seule, résoudre l'ensemble des problèmes, sera dissuasive, parce qu'elle menacera celles et ceux qui se livrent à ce type d'activité, de voir leur caisse de résonance confisquée et leur notoriété confisquée également. Et ça sera donc une manière de montrer qu'il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux et que lorsque l'on se livre à ce type de campagne de haine et de violence, on peut être condamné lourdement, et on peut se voir privé de toute sa communauté. Et la responsabilité des parents, parce qu'on parle quand même d'enfants, d'adolescents, est-ce qu'on peut engager la responsabilité des parents aussi ? Les parents doivent être effectivement accompagnés dans ce qu'on appelle la parentalité numérique, c'est-à-dire qu'on doit mettre entre les mains des parents des outils, des moyens, des concepts qui leur permettent d'accompagner leurs enfants, dès le plus jeune âge d'ailleurs, et puis dans ce moment critique qui est celui de l'arrivée au collège, où on se retrouve avec un smartphone dans les mains, et on est encore un peu trop jeune pour pouvoir maîtriser ou pour pouvoir, en tout cas, comprendre seul les tenants et les aboutissants de ce que l'on peut trouver à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Internet. Donc, bien évidemment qu'il faut accompagner les parents. On a lancé au mois de février une campagne de sensibilisation pour les parents, avec une analogie qui me paraît importante de porter, qui est celle de la plage. Quand on est jeune parent et qu'on se trouve sur la plage avec ses enfants, on ne les laisse pas courir vers les flots, on les tient par la main. Je crois qu'il faut avoir cette même image et cette même exigence sur les réseaux et sur le numérique, tenir ses enfants par les mains jusqu'à ce qu'ils sachent nager. Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez me dire si vous reconnaissez cette personne ? Normalement, il est assez connu en ce moment. Donc, c'est le chanteur Booba. Parce qu'on parlait d'influence, et il y a une question de régulation du marché de l'influence en ligne. Donc la France est le premier pays au monde à réguler le monde de l'influence. Je crois qu'il y a une loi qui est passée à l'Assemblée. Alors c'est une victoire, cette loi, mais aussi pour Booba, donc ce rappeur qui en avait fait son cheval de bataille. Est-ce qu'on peut dire que dans cette histoire, c'est un peu grâce à Booba ? Non, c'est grâce à Bruno Le Maire. C'est Bruno Le Maire qui a souhaité l'automne dernier que l'on puisse se saisir de ce sujet-là, considérant qu'il y a 150 000 influenceurs en France, que dans leur immense majorité, ils apportent beaucoup. D'accord, ça c'est important de l'entendre parce que c'est vrai qu'on n'entend que du négatif sur l'influence. Non. Vous voulez vous en parler ? Bien Alors sûr. qu'il y a aussi quand même, c'est des créateurs de contenu. On a de formidables créateurs de contenu en France. Et c'est vrai que c'est dommage de montrer que les 0,5% qui font du dropshipping ou qui ne respectent pas les règles. Mais ces 0,5%, et parfois ils deviennent volontairement ou involontairement les instruments d'arnaque qui vont rejaillir négativement sur le reste, c'est-à-dire l'immense majorité des influenceurs qui apportent beaucoup, qui font œuvre de pédagogie dans bien des domaines, qui créent des contenus et qui sont donc les bienvenus. En réalité, on veut que cette activité puisse se développer dans les meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle on a posé l'idée
qui a été éprouvé au travers d'un certain nombre de consultations, d'avoir un statut pour l'influenceur, mais aussi de pouvoir interdire certaines pratiques pour que Donc les influenceurs... Le dropshipping, c'est prévenir quand c'est une campagne sponsorisée. Interdire l'influence commerciale sur la chirurgie esthétique, par exemple. Bref, un certain nombre de pratiques qui vont permettre de créer la confiance et de permettre à cette activité de création de contenu, qui est la bienvenue en France, de s'y développer. Ça fait plaisir de l'entendre, parce que c'est vrai qu'on entend toujours du négatif sur les influenceurs, parce que en matière d'influence, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon. Et donc, l'idée de cette loi, c'est bien sûr de sanctionner les uns, mais sans non plus pénaliser les autres. Au contraire, en confortant l'activité des autres. Alors justement, sur le sujet des médias sociaux, nous avons Sonia Lecomandou, donc, qui est fondatrice de Semantiweb et également chroniqueuse au Tech Show, qui avait une question à vous poser. On l'écoute. Bonjour Monsieur le Ministre. Je suis Sonia Lecomandou. Je suis la fondatrice de Semantiweb, une société spécialisée dans l'analyse des réseaux sociaux. J'ai une question pour vous. Lorsque vous souhaitez vous adresser aux jeunes générations, quel réseau social utilisez-vous? Y en a-t-il que vous préférez? Y en a-t-il que vous boycottez? Et surtout, est-ce que vous utilisez les codes, les langages de ces jeunes générations, ou est-ce que vous conservez une posture plus institutionnelle? Et si oui, pourquoi? Le seul réseau social qui vaille, c'est BeReal, notre réseau social français. Vous faites des BeReal tous les jours? J'essaye de m'y astreindre. Je ne suis peut-être pas l'utilisateur le plus parce que vous n'êtes pas tout le temps disponible dès qu'il y a un BeReal. Mais je trouve que c'est une initiative qui est très bienvenue pour deux raisons. La première, c'est qu'elle refuse d'entrer dans le jeu de l'amélioration artificielle permanente des photos qui peut conduire à un certain nombre de dérives qui ont été dénoncées les réseaux sociaux jouent beaucoup sur l'ego des adolescents. Et la deuxième des choses, c'est que BeReal refuse d'entrer dans les éléments de viralité qui, là aussi, dans certains, ou pour certains réseaux sociaux, pose un certain nombre de difficultés. Donc je salue les choix éditoriaux qui ont été retenus. Je pourrais aussi saluer les choix éditoriaux qui ont été retenus par le dernier venu dans la galaxie des réseaux sociaux, en tout cas des réseaux sociaux français, qui est Dailymotion, qui a fait sa transformation avec un certain nombre de choix courageux que je trouve particulièrement intéressants. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est bientôt la fin du Tech Show. Quel dommage. Je vous propose de terminer notre entretien par une interview un peu plus légère. Alors, c'est encore plus compliqué que les réponses courtes de l'interview 2 minutes. C'est l'interview oui-non. Je sais que pour un homme politique, c'est dur de répondre que par oui ou par non. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour prêter au jeu de cette interview? Oui. Alors déjà, vous avez compris le principe. Est-ce que vous vous attendiez à être ministre du numérique? Non. Est-ce que vous pensez que vous avez plus de travail que vos prédécesseurs à ce poste? Non. Avez-vous testé ChatGPT? Oui. Est-ce que vous l'utilisez régulièrement? Oui. Avez-vous peur de l'intelligence artificielle? Non. Est-ce que les données personnelles des utilisateurs français sont bien protégées? Oui, grâce à la CNIL, dont on a fêté le 45e anniversaire la semaine dernière. Oui et non, donc vous avez le droit à un joker. Faut-il être un bon influenceur pour faire un bon ministre? Joker. Ok, on vous donne plusieurs jokers. Est-ce que vous avez TikTok? Non. Alors tout à l'heure, on parlait de réseaux sociaux. Moi, je vous suis sur LinkedIn. Hein. Vous avez LinkedIn quand même. Je vois oui. Que vous publiez d'ailleurs régulièrement sur LinkedIn. Est-ce que vous possédez des crypto-monnaies? Non. La France sera-t-elle un jour leader dans la tech? Oui. Est-ce que vous avez moins de pouvoir que les GAFAM? Non. Si demain, on vous propose le poste de Premier ministre, est-ce que vous l'acceptez? Non. Être entrepreneur ou diriger un grand groupe, est-ce que ça vous intéresserait? Non. Mais dommage, il y avait plein de propositions. Pour vous. Est-ce que vous pensez, avant-dernière question, est-ce que vous pensez que je vous ai posé des questions écrites par ChatGPT? Non. Non, et justement, elles ont été écrites personnellement, donc je n'ai pas utilisé ChatGPT. Enfin, la question la plus importante, monsieur le ministre, est-ce que vous reviendrez au Tech Show? Oui.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous avons été ravis de vous recevoir au Tech Show. C'était un honneur. Moi, je passais un super moment. J'espère que vous aussi. Donc, je voulais vous remercier toutes les personnes qui ont travaillé, toutes les équipes qui ont travaillé sur le Tech Show. Bien évidemment, Magnéto Serge, Vanessa Mérité, Amélie Juillet, toute l'équipe de 140 Studios et Adrien Laripa. Bien sûr, notre partenaire Forbes.fr, Dominique Busso. Et donc, on se retrouve pour un prochain Tech Show. Et en attendant, restez connectés.